Chaque petit pas, chaque geste, chaque déplacement lui demande un effort presque surhumain. Là, je reprends mon souffle. Une douleur quotidienne qui deviendra insoutenable. Nicole Gladu souffre du syndrome post-polio. Elle connaît son destin et il est cruel. J'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de l'agonie. J'ai peur de l'indignité, de la perte totale d'autonomie. Je veux pas vivre ça. Elle ne sait pas combien de temps il lui reste, mais pour la première fois, elle peut imaginer à quoi s'attendre si elle a recours à l'aide médicale à mourir. Les directives sont prêtes, exclusivement destinées aux médecins. Le guide de 70 pages couvre tous les aspects d'un traitement qu'ils ne connaissent pas, mais qui sera disponible dès le mois de décembre. C'est un gros morceau, c'est clair. On ouvre une nouvelle porte, une nouvelle dimension, un nouveau paradigme en médecine qui ne s'est jamais fait au Québec avant. Ça, c'est clair. En publiant ce guide. Mais on le publie parce qu'on veut que ce soit bien fait, bien encadré. Le Collège des médecins a tout prévu, de concert avec l'Ordre des infirmières et celui des pharmaciens du Québec. Tout cocktail mortel sera administré par intraveineuse en 3 étapes: sédation, coma, arrêt cardio-respiratoire. Une technique plus humaine, dit le docteur Robert, importée des Pays-Bas. Parce que c'est elle qui permet le plus possible d'avoir l'effet souhaité rapidement. Mais le guide se veut surtout un rappel pour tous les médecins des règles à suivre. Je le ferai jamais. Pour cette médecin qui s'est toujours opposée à ce type d'intervention, c'est l'équivalent de la peine de mort. Ça me donne des frissons de savoir que maintenant, dans le système de santé, on va causer la mort des patients. Pour Nicole Gladu, c'est tout le contraire. C'est un réconfort. Les consignes du Collège des médecins du Québec confirment que toutes les trousses d'injections préparées par les pharmaciens permettront aux patients de mourir avec leur médecin, dans le confort de leur maison. C'est chez moi, c'est... et puis mes amis. Je voudrais mourir comme j'ai vécu le plus possible. Avec mon chat, Sacha, je ne sais pas qui va s'en occuper. C'est évidemment dur, Tamara, d'envisager ce moment, le final, fatal, mais en même temps, il fallait bien en arriver là, préparer le terrain pour les médecins. Oui, parce que c'est dans 3 mois, au mois de décembre, qu'un Québécois, qu'un patient sera en droit de regarder son médecin dans les yeux et de lui demander « Est-ce que vous pouvez accélérer ma mort? » Donc, ce guide dont on parlait est essentiel pour expliquer aux médecins comment gérer ces demandes. Parce que des demandes, il va en avoir, on ne sait pas combien, et elles sont difficiles. Donc, qui sera admissible? Quels sont les critères qui sont beaucoup plus restreints au Québec que ce que prescrit la Cour suprême pour le reste du Canada, entre autres d'être en soins de fin de vie. Donc, il fallait donner un médecin qui joue un rôle crucial dans ce nouveau soin, les outils pour guider les patients dans le système et prendre les bonnes décisions. Je parle de soins parce que ça devient un soin à partir du mois de décembre. Bon, évidemment, on entendait une médecin là, exposer son opposition, comparer ça un peu à la peine de mort. Donc, on craint des dérapages. C'est clair que c'est pas tout à fait réglé à ce niveau. Oui, et ce sont des craintes, je voudrais, qui sont justifiées, mais le Collège des médecins croit avoir retenu la formule par injection qui est la plus, vous l'avez entendu, humaine dans les circonstances. On va utiliser des médicaments qui sont légaux, qui sont en pharmacie, des cocktails qui seront préparés par les pharmaciens, mais au cas par cas, en vertu des conditions des patients. Il n'y a pas de trousse, contrairement à ce que certaines personnes pensent, qui seront distribuées très standard aux médecins. Voici l'euthanasie sur demande. Au contraire, le guide du Collège des médecins se veut un outil aussi au risque de banaliser une pratique qui divise, et vous l'avez entendu encore beaucoup, la communauté médicale à 3 mois de l'entrée en vigueur du projet de loi. Mais il y a des médecins qui pourront dire non. Pourront dire non, et ce guide leur explique quoi faire si par conscience ils refusent d'administrer ce traitement, comment diriger le patient dans le système. Tamara, merci beaucoup. Au revoir.
Et ces directives sur l'aide médicale à mourir au Québec, Frédéric, elles sont inspirées en fait de ce qui se fait un peu ailleurs. Sauf qu'ici, c'est le médecin qui va jouer un rôle vraiment très important. Oui, effectivement, donc une inspiration assez libre des formules qui existent à travers le monde. Mais vous l'avez dit, c'est important aussi de faire la différence entre suicide assisté et euthanasie. Et dans ce cas-ci, on peut commencer par l'euthanasie active. C'est un peu ce qui est proposé ici, en fait, au Québec. C'est le médecin qui peut provoquer le décès du patient. Ça, c'est important. Bien sûr, le pays pionnier en la matière, ce sont les Pays-Bas. C'était le premier pays à légaliser l'euthanasie active en 2001. C'est permis pour les gens qui sont âgés de 12 ans et plus. Alors dans le cas de mineurs, évidemment, ça prend bien sûr le consentement des parents et il faut prouver que la souffrance est intolérable. Les pays du Benelux sont en fait on va dire les pionniers en la matière, puisque a suivi peu de temps après la Belgique, euthanasie légalisée pour les adultes en 2002 et en 2014, l'année passée, ils ont étendu cela pour les enfants en phase terminale et le Luxembourg également, donc qui est assez similaire aux Pays-Bas. Bon, ça, c'est pour l'euthanasie active, qui est évidemment très différente du suicide assisté. Oui, le suicide assisté, en fait, c'est que le médecin va montrer au patient encore lucide une méthode pour mettre fin à ses jours. Donc, le médecin, il ne prend pas la responsabilité de passer à l'acte. Alors, l'Oregon était l'État américain le premier à proposer ça en 1994. Ce sont pour les patients qui sont en phase terminale, par exemple, qui n'auraient plus que 6 mois à vivre. Il faut également qu'ils soient sains d'esprit pour prendre cette décision évidemment capitale et surtout doit être en mesure de passer à l'acte sans l'aide médicale. Alors ça, c'est important. L'État de Washington a suivi peu de temps après, l'État du Vermont et l'État du Montana également. Et puis, autre exemple de suicide assisté qui est légalisé, c'est en Suisse, où là, on parle d'autodélivrance au moyen d'une substance létale. Alors là, il faut... Par exemple, il y a des preuves médicales qui ne sont pas forcément nécessaires, donc c'est assez vaste comme interprétation. Et le pays de la Suisse est en fait le seul qui permet aux étrangers de se rendre en Suisse pour aller mourir dans une clinique spécialisée. On a vu des cas de Québécois, par exemple, qui y allaient, ou d'autres Canadiens. Mais quand il n'y a pas de loi pour encadrer l'euthanasie active ou le suicide assisté, comment est-ce qu'on gère la volonté d'un patient de vouloir mettre fin à sa souffrance ou vouloir mettre fin à ses jours? Il y a plusieurs dispositions, Céline. En fait, on va parler là effectivement de l'euthanasie passive. Là, c'est lorsque le patient en fait refuse l'acharnement thérapeutique. Alors, il y a plusieurs formules qui existent. Bon, il y a des formules qu'on peut écrire dans le testament. On peut par exemple refuser de prendre tel ou tel médicament. On peut stopper également la machine ou encore on peut prescrire un médicament pour soulager la douleur, mais qui dans certains cas va conduire à une mort sereine. C'est le cas notamment en France, dans certains pays comme le Danemark, la Norvège et l'Allemagne. Donc vous le voyez, il y a des formules totalement différentes qui existent pour un problème qui est vraiment un problème de société aujourd'hui. C'est sûr. Merci beaucoup, Frédéric. Compris.